بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على ملاذ الورى والشفيع الأنام سيدنا مولانا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. خير ما نفتتح به هذه الجلسة المباركة آيات بينات من كتاب الله العزيز يتلوها على مسامعنا الأخ الفاضل، فليتفضل غالي جميل. Dans la pensée de Ismaël Hassan, je ne dirais pas, contrairement à ce qu'a dit M. le Président, je ne crois pas vraiment que je sois un grand connaisseur de la pensée de Hassan. Pourquoi? Parce que pour la simple raison que je suis qu'un apprenti chercheur en la matière. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à la pensée d'Ismaël Hassan, mais pour l'instant, il n'en est qu'à, en quelque sorte, assez balbutiement en la matière. Pour la connaissance d'Ismaël Hassan, au moins pour une partie de la pensée, un grand aspect de la pensée d'Ismaël Hassan, il y a quand même, je pense, une étude qui a été concertée par Mohamed Touzi à la pensée d'Ismaël Hassan et qui est sortie dans un ouvrage collectif concernant le débat contemporain, dans lequel il y a donc un papier qui s'adresse en particulier donc, dans lequel on ne trouve pas en particulier l'intérêt qu'aurait porté Ismaël Hassan à la question de la femme. Je voudrais, avant d'aller un peu plus loin, mais je ne serai pas très long, on vous a un petit peu comprendre pourquoi, très long pour mon intervention. Je voudrais quand même faire deux précautions. La première, je viens de le dire au fond, je n'en suis qu'à une première étape de recherche. Je n'ai pas une connaissance de tous les textes et de tous les écrits de Ismaël Hassan al-Husseini. Il faudrait donc pouvoir avoir accès à tous les textes et se faire une idée plus précise. Je profite de l'occasion pour, au fond, faire invitation aux jeunes chercheurs. Je crois qu'il y a là vraiment matière, opportunité à faire un travail de recherche approfondi. Ça pourra faire de la mémoire, même d'une thèse. Il y a énormément de choses à faire. Essayer de comprendre un peu ce qu'a été le rapport. Et parfois, en dépit des différences, peut-être même des conflits qui ont pu marquer ces personnes et les organisations qu'elles ont représentées, parfois il y a des conjonctions très fortes. Donc, ce qui nous apporte un petit peu, au-delà des différences et des disparités parfois importantes sur le plan de l'histoire, des conflits politiques, peut-être, au moins pour le chercheur, peut-être donner priorité peut-être à ce qui peut, à un moment donné, être quelque chose qui est un foyer commun auquel on contribue au fond ces personnes. Et donc, en l'occurrence, la question de la femme. Bon, elle est importante, cette question de la femme, évidemment, d'abord pour l'histoire. On a besoin un petit peu de comprendre à l'époque ce qu'a été le rôle de chacun, qu'est-ce qu'il a pu dire, qu'est-ce qu'il a pu penser, qu'est-ce qu'il n'a pas pu oser dire, penser, etc. Pour l'histoire, pour faire acte d'histoire. Mais en même temps, il est impossible de faire abstraction de ce qu'on dit à propos de ce moment de l'histoire en rapport avec le présent. Nous savons à quel point notre présent aujourd'hui, il est fait notamment du débat autour de la question de la femme. À quel point la question de la femme au Maroc a été un enjeu et reste un enjeu de changement. Vous avez tous évidemment en mémoire l'enjeu de la réforme d'Abu Dawan, n'est-ce pas, et les débats qu'elle a suscités. Ce qui est extrêmement important, c'est aussi ce que peut incarner la pensée d'un Ismaël Hassan al-Husseini ou d'un al-Fassi à l'époque concernant la question de la femme. Et quelque part un peu
comment dirais-je, la manière dont aujourd'hui on se positionne par rapport à des enjeux qui ont été déjà pensés par ces personnalités. Peut-être aussi, quelque part, faire état peut-être d'une moindre audace. On va un petit peu voir tout à l'heure. Une moindre audace par rapport à certains enjeux de changement concernant la femme. Donc, je me suis intéressé, mais j'ignore plus que je ne sais. J'ai aussi besoin ici, il y a Mme Johara qui a fait une étude, une intervention déjà faite sur la question de la femme. J'ai pu avoir accès à d'autres textes que ceux moi j'ai connus, et qui peut avoir peut-être plus d'informations. Il y a aussi des témoignages de la part des personnes présentes qui ont pu certainement avoir telle ou telle information. Je ne suis pas historien, donc je n'ai pas encore ce travail de recherche de l'information. Mais j'ai un autre angle de vue qui est celui du sociologue et du politiste, et qui aimerait un petit peu comprendre à travers donc, ces personnages, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, etc. Au fond, la genèse de ce qu'on peut appeler le féminisme arabe. Au fond, c'est ça qui est en jeu. Comment advient au Maroc un peu cet enjeu du changement se rapportant au statut de la femme, à la conception qu'on a de la femme, de sa place, etc. C'est ça qui est important. Et comment ça se forme, comment ça se construit, c'est pas? Comment elle advient. Bon, c'est ça, au fond, mon importance. Alors maintenant, si j'en viens à la question plus précise, quelle a été, au fond, la position ou l'intérêt pour Mohamed Hassan Oulezani à la question de la femme? Alors, il y a deux manières, peut-être, de s'intéresser à la question de la femme. Une première manière, c'est de s'y intéresser, mais dans un cadre, ce qu'on a appelé par la suite un peu, un jargon un peu universitaire, à travers un universalisme abstrait. C'est-à-dire, bon, on parle de la citoyenneté, on parle de l'égalité des citoyens, de l'universalisme abstrait, donc on va dire les hommes et les femmes. D'accord? Donc de manière à ce que, donc, finalement, on véhicule, à travers cet universalisme abstrait, une conception de l'égalité homme-femme. Et puis il y a une autre manière qui, au fond, n'en reste pas à une formulation abstraite, universelle. Elle se confronte directement à des enjeux concrets, à des questions qui sont beaucoup plus problématiques lorsqu'on les prend, je vais dire, de front. Par exemple, en l'occurrence, ce qui concerne la polygamie, l'héritage. Là, c'est des questions concrètes. Et il ne s'agit plus de s'abriter derrière un langage universel, général, n'est-ce pas? Les citoyens sont égaux, etc. Non, à un moment donné, il va falloir en déduire les conséquences de cet universalisme abstrait. Et dire, qu'en est-il? Quid de l'héritage? Quid de la polygamie? Et là, on se confronte, n'est-ce pas? Donc il y a deux manières de s'y intéresser. Alors, si évidemment, on en vient à la pensée de Mohamed Hassan Oulezani, je vais dire, bon, elle correspond déjà à un niveau qui est celui du discours universel abstrait. C'est-à-dire, bon, il faut chez Mohamed Hassan Oulezani, donc un discours qui adhère, et il n'est pas le seul, à l'époque, nous sommes donc vraiment dans une phase extrêmement importante dans laquelle jouent plusieurs influences. Évidemment, il y a le salafisme moderne, c'est-à-dire Nahda, Abdo, Afranit, tout ça est présent à un degré ou à un autre, directement ou indirectement. Là aussi, le chercheur, l'historien, il a besoin de savoir exactement quelle influence a pu jouer, etc. Mais bon, à l'époque, l'ambiance, elle est là. Il y a ça, il y a la connaissance de l'Europe, de son apport, de cet universalisme dont on parle, précisément de la citoyenneté, de la démocratie, tout ce qu'on peut, n'est-ce pas? Et nos penseurs, etc., ont été confrontés
ce discours. Et ils ont été dans l'obligation, enfin, dans la contrainte quelque part, de se définir aussi par rapport à cette université abstraite. Et largement, on peut considérer que ces penseurs-là, ces hommes politiques aussi, hein, parce qu'ils sont en même temps, les deux, ils ont fait assez largement, bien qu'on puisse en discuter, n'est-ce pas, bon, adhésion à cet universalisme abstrait, la démocratie, la citoyenneté, l'égalité, etc. Donc ils sont dans cela. Évidemment, avec des nuances, des variantes dont il va falloir un petit peu préciser les aspects. Il y a maintenant la question de est-ce que dans la pensée de Mohamed Hassan Bouazani, il y a, au-delà de cet universalisme abstrait, est-ce qu'il y a un intérêt porté à la question de la femme directement, le fait d'en faire une sorte de topos d'un discours. On trouve le thème, un thème focal de la femme, pris à part le corps, si on peut dire, et pensé dans ces différents enjeux. J'ai appris tout à l'heure donc que, à part Mme Jawhara Fideli, j'ai oublié aussi qu'au fond, vous savez qu'il y a un livre chez Hassan Bouazani, Le Mar'a Muslima. On peut considérer que Hassan Bouazani, il avait un intérêt à la fois qui prend la forme d'un discours universaliste, etc., mais en même temps, il était intéressé centralement et notamment à la question de la femme, en faisant un enjeu extrêmement important. Je me pose la question, quelle différence y a-t-il entre l'Al-Fassi et Mohamed Hassan Bouazani lorsqu'ils prennent comme enjeu la question de la femme? Nous savons aussi que Mohamed Hassan Bouazani, notamment dans l'Aqd al-Lati, n'est-ce pas, il a consacré tout un chapitre à la question de la femme. Et en même temps, Al-Fassi a illustré aussi la seconde dimension, c'est-à-dire qu'il n'en est pas resté uniquement dans un discours abstrait général, la démocratie, etc. Il a pensé la question du statut statut social, etc. Alors, je viens de le dire, ils adhèrent tous les deux à une certaine vision globale. Donc, on retrouve au fond beaucoup de points communs. L'essai de moderniser le statut de la femme, la femme l'accès à l'école, à l'université, la fonction publique, la nécessité un peu de moderniser disons l'habit, l'espace, porter des habits modernes, etc. Donc on retrouve une conception dans laquelle la femme est censée contribuer au développement, à la modernisation, etc. Donc on retrouve cela. Et on retrouve chez Al-Fassi des positions concernant la polygamie. Il faut savoir à quel point donc, la position de Al-Fassi sur la polygamie est encore énormément en avance. Parce que chez Al-Fassi, la position était claire. Il fallait abroger la polygamie. Ce qui est intéressant chez Al-Fassi, c'est qu'il y avait deux manières d'argumenter. Il y a une première manière d'argumenter qui consiste à dire si la polygamie donne une mauvaise image de l'islam des musulmans, oui, donc ce n'est pas un argument de fait. Si elle donne une mauvaise image de l'islam des musulmans, c'est une raison de l'abroger. Il faut savoir que, bien sûr, à quel point c'était important de se définir par rapport à l'Occident. Et cette fois-ci, un argument plus dogmatique, qui réfère à l'islam. Et elle a ainsi considéré que il était tout à fait possible de fonder sur la charia d'abrogation. Alors on disait que bon, l'argument c'est de dire qu'aucun ne parviendrait véritablement à faire justice pour l'ensemble de toute
les femmes. Elle a une manière de pouvoir fonder la vocation dans le monde. Qu'en est-il de Souhaib al-Hassawi? Là, j'avoue un petit peu mon ignorance, parce que je n'ai pas accès à tous les écrits. J'aimerais ici, avec le témoignage de la présence de madame, pouvoir confirmer ou infirmer. Est-ce que Mohamed Hassan Bouazizi a pris position sur par exemple, cette question? Je pense, là je fais juste une profession de foi, je ne suis pas capable directement de pouvoir l'étayer. Hein. J'aimerais bien. Je pense que Mohamed Hassan Bouazizi était aussi quelqu'un qui était favorable à, par exemple, la suppression de la polygamie. Je peux me tromper. Là, j'aimerais bien. Donc, l'hypothèse, je dis bien hypothèse, vous voyez, je ne cherche pas à affirmer, je n'ai pas possession de tous les éléments. L'hypothèse, c'est de dire qu'au fond, beaucoup d'autres gens aussi à l'époque portaient véritablement une certaine conception de la femme, plus ou moins à moderniser. Mais il y a quand même une différence, me semble-t-il. Il y a une différence. Et la question, dans quelle mesure cette différence pourrait-elle affecter les positions de l'autre ou des uns et des autres? Quelle est cette différence? Elle est dans le mode de pensée de l'un et de l'autre, dans le référentiel, j'allais dire structurel de l'un et de l'autre. Là, bon, il y a matière à discussion. Mohamed Hassan Bouazizi, disons, il est dans une configuration de pensée libérale. Vraiment, sa pensée est ancrée dans une pensée libérale qui réfère notamment à des sources. Au moins, il y a une source apparente, visible, qui est le livre d'un Anglais, Dupont White, n'est-ce pas, qu'il a traduit. Et donc, l'ancrage de Mohamed Hassan Bouazizi dans une pensée libérale, c'est moins le cas de Al-Fassi, qui, bien qu'il peut plus ou moins partager certaines adhésions qu'on peut plus ou moins attribuer à des positions de type libéral. Sa pensée, son mode de pensée, n'est pas ancré dans une référentialité vraiment libérale. D'accord? Je penserais plutôt que il est dans une pensée salafiste moderniste, modernisante, réformiste. C'est le 19e siècle, le Narda, n'est-ce pas, les références sont là. Donc, cette différence est à la fois importante et à nuancer. Elle est importante parce que je dirais que la pensée de Al-Fassi, elle est plus ancrée dans un fondamentalisme de la charia. Mais en utilisant l'expression fondamentaliste, le mot fondamentaliste, entre guillemets, pour signifier simplement fondamentalisme, c'est-à-dire qui renvoie à l'idée de fondement ou fondation. C'est-à-dire que Al-Fassi, il est plus en ancrage dans la charia et de la possibilité de l'interpréter et de pouvoir ancrer là-dedans les possibilités de changer, de moderniser. Mais en s'ancrant directement. Je crois que vous savez tous que Al-Fassi est le rédacteur d'un livre, Difa'an al-Sharia. C'est un livre qu'il a écrit. Évidemment, il l'a écrit par rapport à l'Occident, à sa manière de se représenter l'islam, de se représenter la charia. C'est surtout par rapport à l'autre. Mais en même temps, c'était le besoin aussi de s'ancrer à l'intérieur de la charia, comme référence de l'islam, pour essayer un peu de définir ce qu'est le positionnement du Maroc, etc. Comparativement, j'ai parlé tout à l'heure de la pensée de Hassan Bouazizi en disant qu'il a un ancrage libéral, et cet ancrage fait la différence. Mais néanmoins, je suis amené quand même à nuancer. Je pense qu'il y a d'autres chercheurs qui vont s'intéresser. Et c'est Mohamed Touzi lui-même qui est dans pratiquement la même remarque que je pouvais vous faire, à savoir que la pensée de Hassan Bouazizi
dans les dernières années, tend à se confondre de plus en plus avec un mode de pensée de type salafiste. Toujours moderniste, toujours ouvert, mais salafiste moderniste à la manière de la Al-Abbasi. Vous voyez? Mais en même temps, je reste toujours dans cette différence à marquer une différence, parce que la référence est davantage à l'islam qu'à la charia. Je pense que quelque part, chez Mohamed Hassan Bouazizi, on n'est pas dans un ancrage, dans un fondamentalisme de la charia. On va faire de la charia la référence de base qui permet, n'est-ce pas, plutôt, je dirais, dans un islam identitaire. L'islam comme identité historique, comme identité de civilisation, qu'il va falloir donc essayer de penser de manière à aussi s'acclimater à la modernité, au changement, etc. D'accord? Mais on n'est pas dans une accentuation idéologique sur la charia. Il me semble qu'il y a là une différence importante. Mais toujours, j'essaie d'être circonspect, hein, je ne veux pas. Donc c'est aussi avec vous que je cherche un petit peu à infirmer ou à confirmer un petit peu ce que je vous présente. Alors, cette différence, est-ce qu'elle a un effet sur les positions de l'un et de l'autre? J'avoue que, là aussi, bon, je ne suis pas prêt à être affirmatif. Il y a beaucoup de points communs, mais il y a quelque chose qui me semble peut-être constituer une différence, bien que pas de façon évidente. Nous savons que Mohamed Hassan Bouazizi et le PDI est un parti politique, donc un courant de pensée, qui, dans l'expérience politique, dans l'action politique qu'il a menée, s'est identifié aussi à l'expérience d'El Akhawat Safa, qui est une association, n'est-ce pas, une association de femmes, et qui, bon, a servi d'écho, cette association, n'est-ce pas, Akhawat Safa, aux demandes, aux attentes des femmes marocaines en matière de changement, n'est-ce pas? Or, il y a quelque chose d'extrêmement important, une différence, me semble fondamentale, qui fait que l'égalité en matière d'héritage était une revendication d'Akhawat. L'un des mots d'ordre de changement, c'était l'égalité en matière d'héritage. Vous voyez à quel point nous étions en avance. À l'époque, ça a été exprimé par une certaine Souad qui probablement, bon, je ne sais pas qui c'était cela, n'est-ce pas, mais qui faisait avance directement de cette égalité en matière d'héritage. Je ne crois pas que Mohamed Hassan ait cherché quelque part à désavouer une telle position. Ne serait-ce que parce qu'il n'a pas désavoué cela, je dirais que le libéralisme d'ancrage est peut-être, bon, la dérivation vers une pensée de type salafisme moderniste ne semble pas, quelque part, désavouer cet ancrage dans une revendication de l'égalité, notamment. Et il me semble quelque part, il y a là une différence. Il me semble également qu'il y a peut-être, vous voyez, je suis toujours dans l'hypothèse, dans cette différence que cette manière, donc, où s'est trouvé le PDI, à, en parallèle, avoir un mode d'action qui permettait, donc, notamment cette revendication d'interaction de la polygamie et de l'égalité de l'héritage, me semble correspondre à quelque chose de différent par rapport donc à l'FSI, à son parti. C'est que cette manière de procéder dans le PDI revenait au fond à autonomiser la demande des femmes. Elle lui donnait une capacité de s'exprimer et de s'affirmer d'une manière qui ne subissait pas, en quelque sorte, les partis pris directs du penseur Bouazizi et du parti. Il y avait cette capacité de s'autonomiser par rapport. Et cette capacité était aussi, quelque part, importante parce qu'elle permettait aussi un peu de critiquer un peu certains à l'intérieur même du PDI, parce que tout le monde n'était pas évidemment d'accord à l'intérieur du parti PDI avec ces positions-là. Vous voyez, donc il y a cette où
Où était si Hassan là-dedans? J'imagine que quelque part il était plus proche de sa femme. J'ai dit ça, je peux me tromper, je n'ai pas tous les éléments, n'est-ce pas, pour pouvoir véritablement étayer cela. Et donc, je dirais qu'au fond, il y a beaucoup de points communs, il y a un ancrage général où on trouve, mais il y a ces différences d'ancrage dans le libéralisme, même si à un moment donné il prend une connotation plus salafiste, et cette peut-être tendance à donner une certaine capacité d'autonomisation des femmes dans l'expression des demandes de changement, qui constitue, me semble-t-il, donc la différence entre les deux. Alors, si j'essaie un petit peu, pour revenir un peu dans le point de départ, à savoir comment comprendre dans l'histoire du Maroc la genèse un peu donc, de ce féminisme, hein, si on prend les guillemets, c'est-à-dire cette tendance à penser le statut de la femme, une tendance au changement, à la modernisation. Qu'est-ce que je peux tirer donc, premièrement, je dirais que donc, il y a des points communs, je vais te le dire, c'est pas en fait. Mais j'ajouterais quelque chose. Mohamed Hassan et Al-Fassi appartiennent à un milieu sociologique, je pourrais qualifier qui est celui d'une, disons, de la famille de la bourgeoisie fassie. Cette famille, bourgeoisie fassie, qu'est-ce qui l'a marqué? Je dirais quelque part par la distinction qu'elle donnait un peu socialement à la femme fassie. Quoi exactement? Il ne faut pas oublier évidemment que nous sommes aussi dans un milieu conservateur. Attention, il ne faut pas trop enjoliver, trop. D'accord? Mais néanmoins, la famille bourgeoise fassie est marquée par le fait que la femme ne travaille pas. Elle est dans un statut social où, par rapport à la femme rurale, etc., elle ne travaille pas. Elle est dans, j'allais dire, dans une certaine oisiveté, statut social d'oisiveté, mais qui lui donnait des possibilités de s'épanouir, de s'émanciper en se cultivant, en devenant. Je crois qu'il y a des familles fascies qui ont donné jour, c'était Malik El-Fassi par exemple, à des femmes cultivées, etc. Je ne cherche pas à dire que c'est spécifique, mais quand même, sociologiquement. Et donc, El-Fassi, ils appartiennent à ce milieu sociologique dans lequel le statut social de la femme favorisait une certaine, très relative bien sûr, relative, mais certaine émancipation sociale de la femme. Et donc, on était plus ou moins disposé à s'ouvrir à l'idée que la femme doit sortir de Dieu, doit faire part de sa part dans la construction du pays, elle peut être cultivée, elle peut apprendre, elle peut devenir, etc. Et donc, Hassan El-Fassi, ils sont dans cet ancrage-là sociologique, et quelque part, bon, ils construisent leur position à l'intérieur de ça. C'est tout ça, la femme qui travaille dans le bureau, est-ce qu'il faut donc lui reconnaître une part? Bon, l'histoire est très compliquée, je ne rentre pas là-dedans. J'ai fait une étude qui va être bientôt publiée là-dessus. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que la femme était définie précisément par les manifestes comme une femme qui ne travaille pas. Mais dans le sens où, positif, c'est-à-dire elle n'a pas à aller à salir les mains, si je puis dire. Elle est dans un statut social. Vous voyez, et ça explique un peu cette résistance quelque part de face à vouloir adopter cette question de c'est une hypothèse de raisonnement, je n'affirme rien, d'accord? Et donc, il y a ce premier point. Deuxième point, il me semble, je terminerai par là, que, disons, il y a un ancrage extrêmement important et qui est largement partagé chez les deux sensibilités et d'autres, mais avec cette différence que peut-être la pensée de Hassan Ghazali et le PDI, en tant que parti, ont pu, d'une manière ou d'une autre, directement, favoriser une forme d'autonomisation de la demande des femmes en matière de changement. Mais je laisse ça au soin qui est le vôtre de discuter cela, d'apporter vos informations, votre témoignage. Moi aussi, j'ai besoin d'être éclairé là-dessus. Merci beaucoup.